Je dirais que j'ai toujours vécu ici et que quelque part elles font partie de mon paysage, de ma vie. Quand j'y vais, je ne me dis pas tiens, je vais au Barthes de la Nive. C'est pas du chauvinisme, c'est juste vraiment, je trouve incroyablement beau, quoi. Les Barthes de la Nive, c'est le nom que l'on donne aux zones humides le long des fleuves, les zones inondables, qui sont soumis aux marées, donc avec des phénomènes de montée et de descente des eaux qui peuvent être assez importants. Beaucoup de ces terrains dans la région ont été asséchés au cours du temps, drainés pour pouvoir faire des cultures agricoles. Ça fait 38 ans que je vis dans les Barthes de la Nive et c'est aussi mon lieu de travail. C'était le lieu de travail de mes parents, donc c'est un lieu privilégié pour moi. Dans ma jeunesse, c'était un lieu de promenade où on se retrouvait, on partait tous en bande et on longeait la Nive, on faisait des promenades, on profitait de la nature telle qu'elle était pure à l'époque, avec beaucoup moins de construction qu'aujourd'hui. C'était des moments heureux. Voilà, c'était la nature, le Pays Basque dans son jus naturel. J'ai vu naître en fait la plaine d'Anceau puisque lorsqu'on a jeté la passerelle sur la Nive, la plaine d'Anceau s'est ouverte au public. C'est notre jardin, c'est ressourçant, c'est plaisant. On y rencontre beaucoup de monde, on parle avec beaucoup de monde, on marche par petits groupes. Ça évoque pour moi d'abord mon enfance. J'habitais de l'autre côté de la rive de la Nive et je voyais les fermiers qui étaient en place ici sur le site traverser la rivière à la barque, en la godille, pour aller faire les courses à l'épicerie au quartier en face. C'est un lieu mythique parce qu'on n'avait pas accès d'ici. Le pont, quand j'étais enfant, n'existait plus. Il n'y avait que les piles qui restaient. Je suis parti à l'étranger très longtemps et en revenant, j'ai découvert ce pont et j'ai traversé. Si je reprends les courriers de mes ancêtres, ça représente un patrimoine. Et c'est un patrimoine aussi bien social, sociétal, qu'environnemental. Ça a été pendant très longtemps un lieu de promenade lorsque ma fille était enfant. C'était la sortie facile du dimanche où elle pouvait faire du vélo. Quand on est en ville, c'est très facile d'accès, c'est sécurisant pour les enfants. Et elle, c'était aussi un endroit où elle allait avec la crèche parce qu'ils faisaient des jardins, ils jardinaient là-bas. C'est en effet une zone de promenade très agréable et de reconnexion à la nature aux portes de la ville de Bayonne, qu'on peut faire en famille, pas loin de la plaine des sports de la Floride. Moi j'aime beaucoup les zones humides et les rivières, donc c'est la reconnexion à la Nive, simplement, le voir l'effet des marées quand on s'y promène, bénéficier d'un chemin de halage de qualité ou des chemins un peu plus sauvages sur la plaine d'Anceau. L'atout majeur, c'est le calme et le silence. Et c'est sécurisant pour nous. Et puis c'est un petit peu un havre de paix, quoi. C'est quand les conditions sont bonnes, le soleil, la température. Je suis allé voir plusieurs bassins moi, au cours de ma carrière. On a un bassin, je pense que c'est l'un des plus beaux. C'est justement un endroit très nature, très préservé, où c'est très calme et où on aime bien aller se balader et isolé de la ville, quoi. On est dans des zones de plus en plus urbanisées. Et je pense qu'on peut encore trouver dans ces endroits des espaces de quiétude. D'ailleurs, je me rends compte que ces espaces de quiétude, on est tous un peu dans une quête un peu folle
On a envie d'y aller, mais on a envie d'être seul dans ces endroits aussi, quoi. Alors, les barthes de la Nive maritime, moi, ça m'évoque la plaine d'Anceau. J'y vais travailler depuis une quinzaine d'années et je l'utilise principalement pour faire du fourrage pour mes vaches, en bio. Moi, sur la plaine d'Anceau, c'est un endroit qui est riche quelque part, hein, au niveau naturel, mais qui est un peu triste après, parce qu'on n'y voit quasiment personne, à part des chevreuils et des ragondins, c'est assez calme quand même. Maintenant, ça reste surtout un espace naturel où nous, on est content d'aller parce qu'il y a beaucoup moins de bicyclettes, parce que sur ces bords de Nive, c'est très fréquenté. On a la chance de croiser des animaux, si on y va tôt le matin et qu'on n'est pas trop bavarde. Et on a un super sentier en plus dans les bois, qui est magnifique quand il est ouvert, parce qu'effectivement, il est souvent inondé lui aussi. Ou en tout cas, voilà, c'est l'espace naturel qu'on pratique juste à côté de Bayonne, hyper accessible à vélo et à pied. On a beaucoup de week-ends à une école de triathlon avec des enfants qui pratiquent du vélo. Alors c'est du VTT, ce sont des jeunes enfants et on n'a pas le droit ou on ne veut pas les faire aller sur la route, leur faire prendre de risques. Donc on est sur cette zone de la Nive qui est fermée à la circulation et qui nous permet de leur faire du vélo en toute sécurité. On se rend compte qu'on vit dans un cadre très sauvage et très arboré, alors qu'il est traversé de part en part par une double voie qui mène à 4 km d'ici à Bayonne. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une énorme importance à préserver cet environnement. J'apprécie, moi, d'un côté professionnel, principalement la qualité de la terre qui s'y trouve et le fait qu'on puisse y cultiver de multiples choses. Et ce sont de très bonnes terres, quoi. Donc c'est la zone agricole qui reste encore en périphérie des grandes villes, quoi. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce territoire? J'aime y travailler, gagner ma vie, me promener, parce que c'est calme, et y vivre parce qu'on y est né, et voilà, c'est magnifique. J'aimerais préserver mon outil de travail pour le transmettre à mes enfants ou aux générations futures. Aujourd'hui, on est propriétaire d'une centrale hydroélectrique. Sur la Nive, en tout cas, Ustaritz, on est 2 entreprises à avoir une centrale hydroélectrique. Et entre les deux, on fabrique à peu près 6% de l'énergie d'Ustaritz. Forcément, pour moi, la Nive, c'est une énergie, c'est quelque chose de bien dans le bon sens. Moi, clairement, je suis content d'accueillir les gens sur la guinguette. Je suis content de leur faire parfois découvrir cet endroit-là, parler un petit peu de l'histoire du chemin de halage, à quoi ça servait à l'époque, et puis bien sûr de leur faire une activité sur ce plan d'eau qui en plus nous relie à Bayonne, au cœur de ville. C'est des zones à multi-usage avec la chasse, la pêche, l'agriculture, l'urbanisme. Des zones menacées aussi par le réchauffement, par l'activité humaine. Pour nous, les pêcheurs, les barthes de la Nive, ce sont les zones d'activité de notre loisir. C'est des milieux sans lesquels en fait, on ne pourrait pas avoir de poissons sur la Nive. Et donc pour nous, c'est hyper important à préserver. C'est assez unique. Il y a très peu de zones similaires à celle-ci au niveau des roselières. La loutre, le vison, la rousserolle et farvate ou le cisticole, enfin voilà, il y a tous ces cortèges d'animaux. Pour certaines en danger critique d'extinction, ça va être par exemple le vison d'Europe, qui est présent localement. On a vraiment une responsabilité sur le suivi et la restauration pour la conservation générale de ces espèces. Mais en fait, ce territoire, il est quand même vivant, il est riche d'une faune importante, diversifiée, il est riche aussi d'activités humaines qui permettent justement à ce territoire de vivre et d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qui permet aussi qu'on trouve ces espèces qui sont quand même atypiques et qu'on ne trouve pas ailleurs. Ce qu'il faudrait garder sur ce territoire, pour moi, ça serait justement la diversité d'habitats. C'est qu'on peut avoir des boisements humides, on peut avoir des roselières, des prairies. Donc toute une mosaïque d'habitats qui d'un point de vue écologique, est vraiment bien. On ne touche pas, on n'intervient pas. Voilà, c'est la nature qui fait la géographie, l'eau s'y installe quand elle en a besoin, le lieu d'accueil pour tout ce qui est vivant. On s'aperçoit qu'il y a l'eau qui connecte tout, mais les espèces, elles connectent aussi. Et il y a cette notion de corridor. La Nive est un corridor, mais les espaces contigus en sont un autre. Et donc il est important de préserver tout ça, de garder ces connexions. On ne peut plus se contenter de préserver
juste ce qui est connu, mais plutôt de travailler sur les chemins et les espaces naturels ou semi-naturels qui permettent aux espèces de se déplacer, notamment en ville et surtout sur l'agglomération. Ils n'utilisent pas uniquement des espaces dits naturels. Ces espaces-là, aujourd'hui, il faut en tenir compte et avec l'urbanisme grandissant, c'est ces espaces-là aussi qu'il va falloir aller protéger ou même valoriser. Ce territoire des Barthes, ça a son rôle, non seulement naturel et avec la biodiversité qu'il peut y avoir là-dedans. Il a le rôle de sauver Bayonne un petit peu des inondations. Donc il n'y aurait pas tous ces domaines maritimes de la Nive. Je pense que Bayonne serait beaucoup plus souvent sous l'eau qu'actuellement. Vous regardez ces Barthes et tout ce milieu dans les années 50, c'était totalement différent. Du fait qu'on a laissé s'ensabler, on n'a pas entretenu le système aquatique, il y a une autre végétation qui vient en surabondance et qui a tendance à étouffer la végétation primale. Il est nécessaire de remettre tout en valeur. Alors ce qu'il faut, à mon avis, absolument préserver, c'est arrêter de les construire, arrêter de les bâtir, de manière à ce qu'elles jouent ce rôle de tampon un petit peu lors de ces inondations fortes ou dans des phénomènes pluviométriques qui sont maintenant de plus en plus importants. Quand on bloque donc des surfaces que l'on bétonne, il est évident qu'après, le résultat, il ne faut pas s'étonner si l'eau arrive plus vite, si les inondations sont plus importantes, etc. Et aujourd'hui, les zones humides, eh bien, elles sont en très grand danger sur la planète d'une manière générale. Et la reconquête de ces zones humides, eh bien, c'est un objectif que l'on devrait tous avoir. Et en particulier, les Barthes de la Nive, eh bien, servent en fait à la fois d'écrêteurs de crues, hein, bien sûr, puisque c'est une zone d'expansion en fait de l'eau, et en l'occurrence de la Nive, mais également elles servent par exemple pour l'épuration des pollutions, hein, parce que ça piège un certain nombre de polluants. Il faut vraiment pouvoir valoriser notamment les zones humides. Il faut pouvoir laisser la nature en place, la valoriser, si possible éviter des constructions. Ça fait partie du patrimoine aussi du Pays Basque et en ce sens-là, c'est un secteur prioritaire. Les réserves naturelles nationales, ça évoque pour moi les grands parcs qu'on trouve en montagne, notamment avec les parcs où on a gardé les ours, où là on a préservé la nature, on l'a stoppé à un moment donné. Alors ici on ne peut pas le faire, on est dans un milieu très construit, très vivant, très industriel, mais on peut essayer de limiter la progression de la civilisation moderne, redonner de la place à l'homme et à la nature. Pour moi c'est plus tous les parcs que l'on peut visiter. Je ne sais pas, comme en Amérique du Sud, des parcs comme Iguazu, je sais pas, des réserves protégées où il y a des règles et il faut les respecter, mais bon, malgré ça, quand même, on arrive à y accéder. Réserve nationale, je pense à des animaux, moi. J'aimerais peut-être voir plus d'animaux. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, mais parce que ça semble petit, en fait, comme espace. Aujourd'hui, quand on rentre dans la plaine d'Anceau, finalement, je crois qu'il n'y a que 2 km de bord de Nive. Donc on est très vite sur le pont de l'autoroute, en plus, donc avec les nuisances sonores. C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer comment ça peut être un peu plus grand parce qu'on va avoir la contrainte de l'autoroute et derrière, il y a la voie ferrée. Réserve naturelle nationale, ça évoque le fait qu'on prend plus d'espace donc de conservation sur le territoire en tenant compte en effet de tous les acteurs. C'est une reconnaissance de ici sur la plaine d'Anceau, le travail qu'on a fait, tout ce qu'on a pu mettre un peu en avant, en lumière et qui sera considéré un peu plus largement. Sur ces espèces qu'on met en avant, sur toute une continuité, c'est pas juste sur notre petit 100 hectares de la plaine d'Anceau. La réserve nationale, c'est aussi une réserve qui est classée de façon immuable, pérenne. Donc l'enjeu, c'est aussi de définir une vocation de protection et de préservation et de restauration avec quelque chose qui soit durable sur un minima 50-100 ans. Donc voilà, se projeter vraiment sur le temps long. Ça évoque une image, un joli logo, qui est reconnaissable en tout cas pour ceux qui travaillent dans le milieu des espaces naturels, dans le milieu de l'environnement. Ça représente une mesure forte inscrite dans le Code de l'environnement qui permet d'avoir des assermentations, un statut de conservateur pour la personne qui gère ce site, d'avoir des éco-gardes assermentés, oui, d'avoir peut-être des subventions aussi et intégrer surtout un réseau.
Alors moi qui ne suis pas tout jeune, réserve nationale naturelle, pour moi ça m'évoque Natura 2000. Ça donne envie bien évidemment, puisqu'on est tous là pour préserver ces trésors que sont la nature et la biodiversité. Je crois que maintenant sur le BAB il y a 200 000 habitants. À mon sens il y a 50 ans il y en avait 50 000. Donc arrêtons de construire un peu et préservons ces espaces verts et naturels. Je pense que l'urbanisation, chercher à aménager de manière systématique, je pense que c'est pas indispensable. Il y a assez de territoire, il y a assez de place pour tout le monde. Et je pense que la nature, il faut lui laisser une part première. C'est plutôt agréable d'avoir de la nature à côté que du béton, quoi. Enfin, vaut mieux avoir ça que des immeubles, je préfère que ça reste très naturel à côté de chez moi, de mon lieu de vie, ouais. La première grande contrainte, ça va être l'urbanisation. Plus d'urbanisation. On s'arrête et on essaye et l'urbanisation existante, on essaye de la revoir de manière à l'adapter. Et il faut qu'on aménage ces espaces qui seront en fin de compte des espaces de régulation, enfin des îlots de fraîcheur en fin de compte et de biodiversité. Ça peut poser des périmètres protégés, ça peut du coup au niveau de l'aménagement du territoire en fait, nous obliger à le réguler, à poser des limites qui ne sont pas discutables et donc peut-être à faciliter aussi les aménagements urbains et du coup la réhabilitation de l'existant. J'ai en tête le mot préservation, c'est-à-dire c'est tellement important et beau d'avoir toutes ces réserves naturelles de façon à ce que l'équilibre de la faune et de la flore puisse être réalisé. Il n'y ait pas trop d'immobilier qui viennent s'implanter aux abords de ces rives-là, parce que sinon, on casse tout. La nature, elle est déjà présente. Donc il n'y a rien pour moi à changer pour le moment. Mais comme je l'ai dit avant, c'est qu'il y a certains points naturels qui ont été détruits par certains. Et en fait, c'est là où je suis en colère. Et cette zone naturelle, on veut créer, enfin ils veulent créer une réserve naturelle. Mais il ne fallait pas détruire ce qu'il y avait avant. On y a mis déjà des réserves qui sont plus restreintes que nationales sur le domaine et ça a complètement modifié les Barthes de la Nive. Malgré ce que peuvent en penser beaucoup de personnes, la plaine d'Anceau était beaucoup plus de biodiversité il y a quelques années qu'au jour d'aujourd'hui. On amène beaucoup plus d'humains dedans et on se rend compte qu'au niveau des Barthes de Lourdain, la biodiversité elle est beaucoup plus riche, voilà, tout simplement. Si on met des territoires comme ça, où est-ce qu'on ne peut pas, notamment réguler des espèces susceptibles de faire des dégâts, ben là on va aller à l'inverse d'une protection, on va aller à l'inverse d'une préservation de la biodiversité, parce qu'il faut savoir que ce soit des sangliers ou même les ragondins peuvent nuire au milieu, peuvent nuire aux hommes. Donc en fait, on aura aussi un effet inverse. Ça peut être positif dans le fait de préserver des activités, de préserver des populations qui en ont besoin, mais il faudra que ce soit vraiment un consensus. Il faudra vraiment que ce soit décidé par tous les acteurs, comment on fait et quels moyens on se donne pour y arriver. Une réserve, ça protège, donc ça évite de faire n'importe quoi. Et donc ça maintient la nature, tout ça. Par contre, l'inconvénient, toujours pareil, c'est sur le modèle économique, forcément que ça peut bloquer des développements commerciaux, des constructions de parties industrielles ou commerciales. Nous organisons des compétitions et on nous demande de remplir des dossiers pour avoir l'autorisation de naviguer dans cette zone Natura 2000. Même si au final on a l'autorisation, mais c'est quand même une contrainte administrative. La RNN, on espère que si jamais ça passe, il ne faudrait pas que ça nous impacte dans notre mode de fonctionnement. Comme ça d'entrée pour un chasseur, réserve, déjà, ça arrive à la tête, c'est un panneau stop interdiction. Mais je pense qu'il y a des réserves qui sont bien plus réfléchies que ça. Et pour moi, c'est l'avenir de faire des réserves mais réfléchies avec
la possibilité de participer, tous les gens qui ont participé pendant des années et que ça a permis que cette réserve arrive jusque-là comme elle est arrivée. Et si on peut l'améliorer, tant mieux. Je pense que sur Bassus-Sari, faire une RNN, c'est pas idiot, quoi. Même s'il y aura certainement des personnes qui vont être un peu surprises. Parce qu'il y a des gens qui vivent sur ces zones-là, il y a des gens qui sont installés, il y a des gens qui travaillent donc sur ces zones-là. Donc si on commence à leur dire mais vous ne pouvez plus travailler comme vous avez fait jusqu'à présent, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'après il faut aller dans l'explication. La contrainte que ça peut imposer, c'est peut-être la fermeture de la guinguette. Si ça fait trop de bruit et qu'il y a trop de monde et que peut-être ça peut déranger, chose que je n'espère pas. Mais je ne vois pas vraiment de contrainte parce que tout le monde justement va être impliqué, je pense, sur le territoire comme ça. Et c'est plus une richesse qu'un problème, je pense. Les bénéfices, c'est d'apporter de la préservation et de la pérennité à ces zones humides. Et les contraintes, ça serait qu'il y ait trop de réglementaires et que ça empêche les usages actuels, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait une grosse concertation, que tout le monde se mette d'accord dans le but de préserver ces milieux tout en maintenant encore les usages. Après, il faut que tout le monde s'y retrouve là-dedans. La nature sous cloche, moi, c'est pas ma came. On peut réussir, on est assez intelligent pour maintenir des activités et préserver l'environnement. Le bénéfice, c'est la protection de cet environnement. Maintenant, les risques, ça veut dire quoi, protéger? Ça veut dire que j'ai plus le droit de couper un arbre quand j'en ai envie, ou que j'en ai besoin, ou que l'arbre est tombé. C'est tout d'un coup, on me dit, ah, c'est fini, vous pouvez plus vous chauffer au bois. Qu'est-ce que ça veut dire comme contrainte? C'est ça qui fait peur. Je ne sais pas sur cette zone s'il y aurait plus de bénéfices à avoir une RNN, mais ce qui est sûr, c'est que cette zone elle doit être protégée pour avoir un bassin de rétention lorsqu'il y a des grosses inondations, des grosses pluies. Pour moi, les contraintes d'une RNN, ça serait d'obliger les agriculteurs à pratiquer de l'agriculture biologique. Parce qu'il y a certains agriculteurs conventionnels qui ont des très bonnes pratiques et qui ne font pas d'excès et qui font attention, quoi. Déjà, on ne sait pas quelles sont les contraintes, on ne sait pas quels sont les avantages d'une réserve. On n'a aucun cahier des charges, on n'a rien. On voit ce qui s'est fait ailleurs, dans d'autres zones, notamment dans les vallées de l'Adour et trucs, les zones qui ont été remblayées et ils compensent par d'autres zones. Et ça, on ne voudrait pas que notre belle plaine de la Nive servent de compensation à des abus de construction ailleurs sur les vallées. Une réserve nationale, d'abord, elle est décrétée par l'État. Et ensuite, il y a un conseil consultatif qui rassemble des élus, des administrations, des associations de protection de la nature ou autres, et également des usagers et propriétaires terriens. Donc, et c'est ce conseil consultatif qui donne des avis. Une réserve nationale, il peut y avoir des zones de protection intégrale où les activités, par exemple, sont totalement interdites. Et puis, il y a en général, la plus grande zone, elle peut conserver un certain nombre d'activités à partir du moment où elles ont peu ou pas d'impact en fait, sur les milieux naturels ou sur les grands enjeux, en tout cas, de la réserve. C'est pour ça qu'on a beaucoup de réserves en France où la chasse est permise, où la pêche est permise, où l'agriculture existe, où même il y a d'autres types d'activités, y compris les activités de loisirs. Voilà. Donc ce n'est pas une mise sous cloche, il faut bien voir ça. Ça va donner un gain réel en termes de connaissances, déjà, sur le territoire, de ce qu'il faut faire, pas faire. Il y a un cadre qui va être posé. Les agriculteurs, par exemple, qui pensent que c'est non-sens, ne connaissent pas forcément ce qui est attendu dans une réserve. Ça ne veut pas dire plus rien ne va se faire, c'est l'abandon total, c'est pas du tout ça. C'est un encadrement des pratiques, mais c'est pas, on ne cherche pas à opposer les gens, mais à les faire converger sur des pratiques consensuelles, cohérente avec l'objectif de la réserve. Pour autant, l'agriculture a sa place. Pour moi, c'est un outil en fait. C'est un outil de protection en fait qu'on va mettre en place sur un secteur privilégié. Cet outil, par contre, il faut qu'il fasse consensus. Il faut que tous les acteurs le partagent. Et je pense que l'intérêt de la réflexion qui est en cours, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour voir s'il y a vraiment opportunité de le mettre en place. Les inconvénients, ça va être l'acceptation de la réserve vis-à-vis du public et des autres acteurs effectivement qui peuvent venir heurter en fait. Il va falloir un gros travail de communication auprès de tous les publics pour que la réserve soit acceptée. Il va falloir mettre en place des comités techniques, des comités de gestion où ils peuvent être là, où ils peuvent s'exprimer, où tout le monde peut travailler en partenariat et il faut que ça remonte du territoire parce qu'effectivement ils ont une connaissance du territoire qu'on n'a pas forcément. Donc il faut vraiment un travail ensemble.
Je pense que la zone qui devrait concerner la réserve, je pense que ça devrait être la partie de la plaine d'Anso qui est sur Bayonne. C'est-à-dire qui est au nord de l'autoroute, quoi. Grosso modo, c'est vraiment cette zone qui est déjà assez étendue et qu'on pourrait faire quelque chose de sympa. Ouais, la plaine d'Anso serait un bon point de départ. Moi, je pense qu'il faudrait juste s'axer sur les cours d'eau et laisser aujourd'hui le territoire tel qu'il est. Parce que laisser en friche des territoires, il n'y a pas plus idéal pour organiser des problèmes avec le grand gibier et les sangliers, quoi. Quel serait le périmètre de cette réserve? C'est le périmètre actuel. Le périmètre de la plaine d'Anso et qu'aux alentours, on peut faire ce qu'on veut. On peut continuer à faire notre métier comme actuellement. Ce périmètre, cette zone naturelle, elle s'étendait sur des centaines d'hectares ici. On a fait du bâtiment, de l'immobilier, des zones d'activité, des bureaux. Personne à l'époque s'est dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de garder certaines parties en réserve. Donc c'est ça qui est le plus vexant. C'est de dire, il ne reste plus que ces espaces qui ont été protégés par des familles pendant 8, 9 générations. On va les classer, on va leur interdire de faire quoi que ce soit chez eux. Il y aurait donc la plaine d'Anso, qui pour moi est la priorité. Le quartier bas de Villefranche, qui est en continuité directe avec la plaine d'Anso, donc on est sur les mêmes milieux, il y a vraiment une continuité écologique. Et également Barthes-Dourdens. Géographiquement, on n'est pas sur un bon domaine. Je pense qu'on devrait trouver ces zones sur des zones beaucoup plus sauvages, ou montagnes, ou beaucoup plus rurales qu'aux portes des communes. Idéalement pour moi, le périmètre, il est mené par la ville de Bayonne. On met un périmètre sur la ville de Bayonne et sur la plaine d'Anso elle-même, dans un premier temps. Après, si derrière on doit aller plus loin, on concerte les communes concernées, on concerte du monde. Moi, les zones qu'il faudrait intégrer en priorité sur cette RNN, c'est, à mon sens, d'abord tout le secteur de la plaine d'Anso, puisqu'en fait, ce foncier-là, cette partie-là est déjà gérée. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre. On pourrait imaginer en fait que l'outil évolue dans le temps et peut-être de commencer à une certaine échelle et oui, effectivement, après de voir comment ça fonctionne à une échelle peut-être plus réduite et si ça fonctionne bien, pourquoi pas l'élargir. Pour moi, il faut englober toutes les zones de Barthes, quoi. Tous les canaux, tout le chaumont, toutes les zones humides annexes à ces zones-là. Dans mon idéal, ça serait ça, d'intégrer toutes les zones humides à ce projet. Tous les agriculteurs, les paysans qui vivent de ces terres, on ne peut pas leur en priver. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Tout le territoire qui est concerné par l'eau, enfin qui l'envahit, c'est peut-être le point central à mon avis. Parce qu'il y a une utilité fantastique pour la ville de Bayonne. Il y a des noms de rues, par exemple, qui évoquent la présence de l'eau à l'époque. Historiquement, les Barthes, c'est fait pour accueillir de l'eau l'hiver et avoir du pâturage l'été. Donc la définition, pour moi, elle se fera essentiellement par une étude hydraulique, en disant là, ça ne sert à rien d'agir, là, c'est absolument fondamental. Et donc le périmètre, il va se dessiner, par exemple, on prend la crue de retour millénale, ça va nous donner un périmètre. Toutes les zones que j'ai envie de dire un peu inondables, dans lesquelles il faudrait absolument mettre des décrets et autres de façon à les rentrer dans une réserve naturelle qui pourrait éviter un certain nombre de catastrophes telles qu'on peut voir aujourd'hui. Pour moi, il y a des habitats qui sont indispensables dans la réserve. Des prairies humides, par exemple, des habitats forestiers, Fresnay, Aulnay, etc., les plans d'eau. C'est cela qui va vraiment définir le périmètre. C'est les milieux que l'on veut conserver. Si on sait qu'il y a de la présence des espèces qui suivent, donc Vison d'Europe et loutre, quelque part, ça peut entrer, enfin ça coulerait de source que ça rentre dans le périmètre RNN. Il faut rester à la hauteur de ses ambitions. Si c'est le périmètre d'opportunité, on fait tout pour garder chaque hectare. Les secteurs sur lesquels il y a le plus d'enjeux, ou bien les espèces ou milieux à très très fort enjeu, là il ne faut pas mégoter, il faut mettre le paquet sur ces secteurs-là. Et puis des secteurs sur lesquels pour l'instant, des zones, par exemple des zones de culture sur les Barthes, on peut envisager qu'à moyen terme, il puisse y avoir des changements de pratiques qui permettent d'arriver à des milieux qui soient un petit peu meilleurs en termes de contribution à la biodiversité et aux fonctions écologiques aussi de la zone. Ce qui devrait être protégé par la réserve nationale, ce serait les zones qui sont vraiment collées à la Nive, là où c'est plus densément peuplé par les animaux, par la faune. Il faudrait peut-être éviter de protéger ce qui est aux alentours, qui est assez éloigné, qu'on puisse quand même
la possibilité de construire aux artisans, à l'agriculteur, que ça mette un peu moins de bâtons dans les roues. Oui, il y a les enjeux espace naturel, mais il y a aussi les enjeux agricoles qui sont autour, les enjeux urbanistiques, même si pour nous c'est une contrainte, ils sont là aussi. Donc il va falloir prendre en compte cet élément-là. Et en mettant tout ça à plat, en croisant les données, on définit un périmètre qui est cohérent. Le projet est alléchant, maintenant il faut voir quels vont être les moyens mis en œuvre et est-ce qu'on va aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui la plaine d'Anceau est très peu connue, il n'y a pas beaucoup de com de la commune. C'est vrai que c'est dommage pour certaines familles de Bayonnais qui ne connaissent pas et qui ne traversent pas le pont en fait. Les conditions de réussite de ce projet RNN sont sûrement un dialogue de qualité, un dialogue partagé, peut-être le faire savoir du pourquoi en classe. Tant d'hectares à protéger, quelle est leur valeur patrimoniale. La condition qui ferait que ça serait une réussite, qu'on prenne en compte en fait les besoins de chacun, que ce soit agriculteur, que ce soit commerçant, que ce soit les randonneurs, les kayakistes, tout ce qui gravite autour de ça. Pour que la réserve naturelle soit une réussite, il faut passer par des étapes de concertation. Parce que sinon ça ne sera pas accepté, ça ne sera pas vécu bien. Et du coup, il y aura toujours des oppositions et les projets ils n'aboutiront pas. Mais avec en ligne de fond la préservation de la fonctionnalité de ces écosystèmes. Je pense qu'il faut en priorité de la concertation et surtout ne pas oublier qu'il y a des gens qui y travaillent et qui en vivent. Sans concertation, sans dialogue, ça ne pourra pas avancer et on va se retrouver avec des opposants et ce sera des choses qui ne pourront pas avancer. Associer les habitants dès le départ de la concertation pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut leur apporter et voir qu'il n'y aura pas que des contraintes pour eux. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette réserve nationale soit une réussite? Si je peux continuer à faire mon activité agricole comme on l'a fait actuellement, oui, ça ne me dérangerait pas. Un agriculteur, ce n'est pas un pollueur. Un agriculteur entretient la nature et en plus, il fait vivre des familles et il nourrit la population. Pour que cette RNN soit réussie, il ne faudrait pas qu'elle soit trop contraignante pour les agriculteurs. Sinon, ils prendraient ça comme une épée Damoclès supplémentaire alors qu'on a déjà plein de choses à respecter et il ne faut pas leur en demander trop. 99% des agriculteurs travaillent bien et ne font pas de bêtises. La vraie condition pour que ça réussisse, c'est l'adhésion. Ça veut dire qu'il faut que chaque acteur y trouve ses intérêts et accepte les inconvénients des autres, enfin que ça procure aux autres, et vice-versa. Que les gens échangent entre eux, qu'on se réunisse autour d'une table. Après, c'est toujours compliqué parce que, quand il y a des partis pris, c'est jamais simple, mais l'échange, la discussion et les bons compromis, je pense qu'on peut le faire pour préserver cette belle région et développer, mine de rien, la partie activité, et ainsi de suite. Il faut faire abstraction des petites querelles, il faut regarder loin et en se disant on va tous continuer à vivre sur ce milieu, mais on va faire diminuer les risques de disparition d'espèces et les risques d'inondation majeure. Voilà, c'est ça le cap et c'est tout à fait faisable. C'est un projet de société, c'est un projet d'enjeu sociétal. C'est pas fait pour opposer, c'est fait pour rassembler. L'enjeu fondamental pour ce projet réussisse, c'est d'abord de s'entourer de gens qui connaissent, qui sont experts. Ensuite, il faut de l'aide. Parce que quand vous tapez 8 000 € de dépenses une année pour nettoyer le canal d'Urdens, parce que c'est ma responsabilité, mais c'est un intérêt général, c'est comment est-ce qu'on peut être aidé sur ces choses-là? Ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il y ait une concertation importante de l'ensemble des parties prenantes, mais également de l'engagement de la part des porteurs de ce projet et de tous ceux dont on a besoin qu'ils s'y impliquent. Et sûrement aussi un pilotage, c'est-à-dire quelqu'un, une instance qui se préoccupe d'assurer le suivi des engagements qui seront pris. Les enjeux fondamentaux, c'est d'abord d'avoir une vision exhaustive de ce territoire, à la fois sur la biodiversité, les écosystèmes, elle est également sur les activités, les usages, les habitants qui peuvent y être. Et prouver que la réserve nationale, c'est le bon outil. Je pense qu'il faut intégrer tout le monde, l'agriculteur et le chasseur. J'ai l'impression que tout est géré par d'un bureau et pas sur ce qui se passe sur le terrain. Il y a je dirais, un siècle ou un demi-siècle, où tous les canaux, toutes les rigoles, il y avait des curages qui étaient faits, tout fonctionnait. Au jour d'aujourd'hui, on a tout interdit.
les systèmes d'écluses ne marchent pas, les systèmes de vannes ne marchent plus. Et, je pense qu'il faudrait que tout le monde participe à la mise en place d'une réserve. Avoir réellement une approche partenariale, participative, avec chacun un rôle, une réelle contribution à la gestion et puis à l'intervention au sein de ces secteurs. Donc une approche assez partagée finalement. C'est ça, à mon avis, qui peut permettre vraiment la réussite du projet. Mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, les associations diverses et variées d'usagers, de défense de l'environnement, les élus, donc les collectivités, les services de l'État, et qu'en fait on arrive vraiment à trouver un compromis d'actions fortes et d'actions très concrètes aussi. Une réussite s'est faite entre tous les participants et tous les acteurs d'un endroit, et pour que tout se passe bien, que ce soit dans ces projets ou en autres, il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde participe de A à Z et tout le temps. Et comme on dit au Pays Basque, c'est la parole, c'est la parole. Quand on se donne une poignée de main au Pays Basque et qu'on dit quelque chose, on le fait et on fait confiance.